Isolation, toiture, sous rampant. Donc là, ici, c'est déjà plaqué. Isolation en laine de bois. Donc laine de bois ou fibre de bois. C'est la même chose. Donc 2 couches d'isolant. Pose décalée. C'est-à-dire la couche du dessus est légèrement décalée de 2-3 cm de façon à ce que les jonctions ne se superposent pas. On évite les ponts thermiques. Une couche de 120, une couche de 100. On vient en compression contre les poutres. 1 cm en plus pour que ça rentre en force. Donc, épaisseur totale 220 mm. On a une petite lame d'air au-dessus du panneau. Donc 220 mm. Ça nous fait une résistance thermique. Pour le 120, on a un R de 3,30. Pour le 100, l'épaisseur en 100, on a un R de 2,75. Donc ça nous fait une résistance thermique totale de 6,05. Donc on est éligible aux aides financières. Si vous faites appel à une entreprise RGE, pour ce type de travaux, vous pouvez bénéficier des aides liées à la rénovation énergétique. Donc là, 6,05, ça correspond à la norme de la rénovation et ça permet d'avoir une isolation efficace. Donc là, on voit le produit. Sur le dessus, on a un voile. C'est pour ça que ça paraît d'aspect un peu blanchi. C'est par rapport à ce voile de finition. Donc ça, on va y revenir. L'intérêt d'utiliser de la fibre de bois pour isoler des rampants de toiture, qu'est-ce que c'est? Grâce à la fibre de bois, qui a une densité importante, 55 kg par mètre cube, on va avoir plus de déphasage. Donc le déphasage thermique en isolation, c'est assez proche de la notion d'inertie quand on parle des vieux murs en pierre de 60 qui retiennent le frais en été. C'est la même logique. Donc c'est-à-dire que c'est le temps que met la chaleur à traverser l'isolation. Donc la densité plus la matière du produit font que le déphasage est bien supérieur aux laines minérales classiques. Une laine de verre, on va être 3 à 4 fois moins performant en termes de déphasage. Donc ce déphasage, ça va nous amener surtout en été, un confort d'été avec une température lissée, beaucoup plus homogène, beaucoup plus régulière, et on va éviter d'avoir les pics de température qui interviennent dans l'après-midi quand il fait très chaud, que le soleil tape sur les tuiles, que vos tuiles sont chauffées à 60 degrés et qu'elles rayonnent vers l'intérieur du logement la chaleur qu'elles ont emmagasinée. À ce moment-là, cette chaleur, ça vous fait comme un radiateur au plafond, radiant, qui vous fait entrer la chaleur dans la maison. Avec la fibre de bois, cette chaleur va être retenue jusqu'à la soirée, au moment où le soleil arrête de réchauffer la toiture, au moment où la température baisse à l'extérieur, et où on peut ventiler, ouvrir les fenêtres pour rafraîchir et évacuer la chaleur de la journée. Donc le pic de température finalement arrive au moment où on peut rafraîchir naturellement, même sans clim, l'ensemble de la maison. Du coup, on évite la surchauffe d'été et on gagne en confort d'été. Voilà le gros intérêt de la fibre de bois. Grâce à sa densité supérieure, ça va être beaucoup sur le confort d'été. Donc ce sera également plus efficace en hiver, mais la différence sera plus flagrante en été. Pour ce qui est de la durée de vie du produit, évidemment c'est plus dense, ça résiste beaucoup mieux à la compression qu'une laine de verre.
D'ailleurs, c'est pour ça que là, les panneaux arrivent par paquet avec aucune compression des panneaux, à la différence des rouleaux de laine de verre qui sont hyper compressés et qui vont avoir une tenue dans le temps qui va être bien moins importante puisqu'ils vont se tasser. Dès qu'on a une pose même inclinée comme ça, au fil des années, ça peut descendre légèrement et on peut se retrouver avec un pont thermique au niveau du faîtage. Pas autant que dans des murs, mais il peut y avoir quand même un problème à ce niveau-là. Pour ce qui est de la question qui revient souvent au niveau des pare-vapeurs ou freins vapeur. Là, c'est des panneaux qui sont équipés, comme on a dit, d'un voile de finition. Mais ça n'a rien à voir avec un pare-vapeur. D'accord? Ça, c'est uniquement pour faciliter le traçage des coupes et limiter la poussière. Puisque c'est un produit qui dégage beaucoup de poussière à la pose. On le voit, il y en a par terre. Voilà, ça c'est le point faible au niveau de la mise en œuvre du produit. C'est très poussiéreux, il faut absolument mettre des masques et ça va demander beaucoup de nettoyage, plus qu'avec la laine de verre. Donc là, on a ce voile qui correspond à ça, mais qui ne correspond pas à un frein vapeur ou un pare-vapeur. Pour la rénovation, c'est un débat qui revient régulièrement. Dans le neuf, on a des DTU qui nous disent isolation protégée par un pare-vapeur. Pour plusieurs raisons. Et dans les raisons du neuf, il intervient la question de l'étanchéité à l'air. Donc vu qu'avec les nouvelles réglementations thermiques, on a une étanchéité à l'air du bâtiment obligatoire, pour obtenir cette étanchéité, qui est testée en fin de chantier, on doit appliquer des membranes d'étanchéité à l'air sur toutes les parois. Voilà, ça c'est la logique du DTU. Et en plus, ça protège l'isolant de l'humidité qui vient de l'intérieur du logement, puisqu'un logement dégage de l'humidité par les pièces d'eau, par la cuisine, par la salle de bain. Les occupants, on dégage tous de l'humidité, même en dormant, en respirant, etc. Donc par rapport à ça, à l'humidité qui est à l'intérieur du logement, la norme dit qu'il faut protéger l'isolant de l'humidité qui vient de l'intérieur, qui va migrer à travers les parois pour sortir à l'extérieur. Ça, c'est la logique générale. En rénovation, on peut étudier au cas par cas, selon le type d'isolant et selon le type de paroi, l'intérêt ou pas d'installer une membrane d'étanchéité par vapeur. Donc dans ce cas, dans le cas de ce chantier, en prenant en compte l'ensemble de la paroi, le type d'isolant et la constitution de la partie toiture, en entrant ça dans un logiciel de calcul du point de rosée, on l'a contrôlé et il s'avère que on n'a pas de risque, le point de rosée n'intervient pas dans l'isolant, on n'a pas de risque de développement fongique au niveau de l'isolant. Du fait que la toiture soit déjà quand même isolée au-dessus par des panneaux sandwich, et qu'on ait un isolant qui soit respirant et une lame d'air entre les deux. Donc, pas de risque au niveau de l'isolation de détérioration, pas de risque de développement fongique, qui est le risque principal sur ce type de matériaux, c'est-à-dire développement de champignons ou moisissures. Il va y avoir, par contre, effectivement, une humidité relative qui sera dans des proportions admissibles, qui va traverser l'isolant et qui va, au pic de l'hiver, au moment les plus froids, affecter légèrement la performance d'isolation du produit. Alors il faut savoir que nous on est dans le sud, les hivers ils sont quand même relativement doux, les 0 degrés on les voit pas souvent, et que là c'est selon les simulations du logiciel, en réalité à partir de 3, 4, 5 degrés c'est tout à fait à l'équilibre. On a la question qui se pose en dessous de 5 degrés, c'est-à-dire que pour nous dans la région, c'est quand même pas la majorité de l'hiver où on a ces températures-là. Voilà, donc en considérant ça, en considérant les avantages et les inconvénients de la membrane par vapeur, parce qu'évidemment c'est un surcoût,
On n'a pas parlé du fait qu'en rénovation, une membrane par vapeur peut amener des problèmes annexes. C'est-à-dire que de la même façon qu'on peut avoir des ponts thermiques, on peut avoir également l'équivalent au niveau de l'humidité, où en fait le passage de l'humidité va se concentrer sur les points faibles, c'est-à-dire éventuellement un défaut de pose de la membrane par vapeur. Ça peut arriver. Et on va avoir également aussi le problème qu'en rénovation, on ne va pas traiter toutes les parois. Donc là, par exemple, vous avez une cloison entre les deux pièces où évidemment il n'y aura pas de pare-vapeur. Dans l'hypothèse où on aurait installé un pare-vapeur, on avait la cloison ici qui représentait une rupture, une discontinuité dans l'application du pare-vapeur. Donc en réalité, l'humidité aurait migré à travers cette cloison en briques et aurait concentré le passage de l'humidité de l'intérieur vers l'extérieur à cet endroit-là, avec un potentiel dégât qui là aurait pu être important. Là où en fait, le fait de laisser l'humidité traverser l'ensemble de la paroi de manière répartie limite l'impact et fait qu'on est dans des proportions admissibles. Mais voilà, des fois le mieux est l'ennemi du bien. En rénovation, il faut s'adapter à l'existant et vouloir bien faire, c'est pas toujours la meilleure solution parce que la théorie et la pratique, c'est pas la même chose. Et concrètement, là, on aurait eu le problème à ce niveau-là. De même par rapport au doublage. Voilà, au niveau des doublages anciens qui n'ont pas été protégés par pare-vapeur. Donc dans l'épaisseur du doublage, là-haut, nous on aurait mis jusqu'au doublage notre pare-vapeur dans l'hypothèse, et de l'autre côté du doublage, il n'y en aurait pas eu. Donc ça aurait migré dans l'épaisseur à travers derrière. Donc voilà. Donc il y a ce point à prendre en compte, c'est que dans le neuf, quand on peut traiter l'ensemble des parois avec une membrane d'étanchéité, effectivement, on est dans la norme, on est dans une logique qui est bonne, il n'y a pas de problème, il faut juste s'appliquer sur la mise en œuvre. S'il n'y a pas de défaut de pose, la logique sera respectée et le bénéfice de la membrane sera à son maximum. Par contre, en rénovation, même avec une pose parfaite, il y a des éléments, des contraintes qui font que le pare-vapeur ne sera jamais aussi efficace qu'en neuf et peut potentiellement amener des problèmes qui n'auraient pas eu lieu si on ne l'avait pas installé. Pareil, si c'est un chantier d'isolation, bon nous ici on fait que la toiture en sous-rampant, mais si ça avait été un chantier d'isolation des murs, au niveau des planchers, vous avez une migration de l'humidité au niveau des sols à travers les murs périphériques. Or, vous doutez bien que c'est impossible de protéger, d'empêcher l'humidité de migrer à travers les sols. Là, il y a une maison, la maison est à étage, il y a quelqu'un en dessous, il y a de l'humidité qui vient du dessous, qui vient se mettre dans le plancher. Alors après, ça réagit pas pareil selon qu'on est sur des planchers bois, béton, ourdi, etc. Mais dans la logique, c'est ça. C'est les planchers, les murs, les cloisons, qui sont des discontinuités évidentes dans le pare-vapeur, qui en diminuent l'intérêt, voire qui amènent les points les plus problématiques. Voilà. Bon, ben nous on va continuer. On va fermer l'isolation là-haut. On va finir ça. Pose des panneaux en attendant que le collègue avance en bas avec les plaques.